Il n'y a pas seulement l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale qui brouille actuellement les relations entre la presse et les forces de l'ordre. Il y a également une convention qui existe depuis quelques années, une charte qui est rédigée par le service de communication de la police, le SICOP, charte qui doit être signée avant tout tournage avec des policiers et des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Elle régit donc les conditions dans lesquelles sont réalisés les reportages vidéo consacrés aux forces de l'ordre. Ceux, entre autres, dans lesquels on suit au plus près leurs interventions. Ces conditions, dont certaines semblent nouvelles, les reporters, les producteurs et surtout les chaînes de télé, les diffuseurs les refusent. Ils l'ont dit dans une tribune publiée samedi dernier sur le site de France TV Info. Que dit précisément cette convention et pourquoi la contester aujourd'hui? Des questions que nous allons évidemment poser à notre invité. Bonjour Élise Lucet. Bonjour. Faut-il vous présenter? Vous êtes la présentatrice et la rédactrice en chef des 2 magazines d'info de France 2, Envoyé spécial et Cache Investigation, et vous faites partie des signataires de cette tribune. Parmi eux également tous les directeurs de l'information des grands groupes de télévision, TF1, France Télévisions, M6, Arte, Altis Média qui chapeautent les chaînes BFM et les chaînes RMC. Il ne manque que Canal+. Il y a également des producteurs comme Emmanuel Chin, Laurent Bon, Renaud Levanquim de Brut, dont on parle, qui va donner une interview du président Macron jeudi. En tout, 70 personnes ou organisations, des réalisateurs, des rédacteurs en chef, des sociétés de journalistes. Pardon d'avoir été un peu long, mais c'est pour avoir de wall picture, comme disent les Américains. C'est un collectif, comme on dit. Alors, pour bien comprendre le sujet et avant de rentrer dans les détails, comment les journalistes, les producteurs travaillent-ils habituellement avec les policiers ou les gendarmes quand il s'agit de les filmer dans l'exercice de leurs fonctions? Autrement dit, qu'est-ce qu'il est commun? Est-ce qu'il est commun de signer une convention entre journalistes et policiers? Oui, c'est arrivé. Ça arrive depuis des années d'ailleurs. C'est une pratique assez ancienne. Et j'ai envie de dire que c'est un sens des responsabilités qu'on a chacun. Imaginons qu'on soit dans une affaire de terrorisme, qu'on soit dans une affaire de sécurité nationale ou qu'on tourne dans une prison. Il y a bien sûr des risques à exercer notre métier avec une caméra, à mettre des gens en danger ou à découvrir tout simplement les mesures de sécurité qui sont mises en prison. Donc, dans ce cadre-là, on signe effectivement régulièrement des conventions avec la pénitentiaire, avec le ministère de l'Intérieur, parfois avec la chancellerie aussi pour ne pas faire annuler une affaire judiciaire en cours. Mais ce sont des conventions qui répondent totalement à nos chartes déontologiques. Donc ça ne nous pose pas de problème de les signer. J'allais dire que c'est en tout sens de responsabilité de la part des journalistes et de la part des institutions. Sauf que là, en l'occurrence, la tribune dit que, je cite, les conventions de tournage établies à l'origine pour protéger la sécurité des personnes ou d'institutions dans des cas très spécifiques, ces conditions sont détournées de leur esprit initial, c'est-à-dire C'est-à-dire que petit à petit, on a le sentiment que des alinéas ont été rajoutés, des chapitres à ces conventions. Et dernièrement, effectivement, on a été confronté à une convention qui, par le SICOP, donc le service de communication du ministère de l'Intérieur, qui nous demande que le ministère vise le reportage sur le plan éthique, juridique et déontologique. Et là, effectivement, ces phrases-là nous semblent absolument inacceptables et impensables. Vous pensez bien qu'un journaliste ne peut pas faire viser son reportage sur un plan éthique, juridique et déontologique par quelque institution que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit la chancellerie. C'est impossible que des sociétés de production, que les directeurs de l'information, que les patrons de magazines, que les reporters, que les sociétés des journalistes, que les représentants de producteurs ou d'agences de presse comme le SATEF par exemple, se plient effectivement à ces exigences. Ça c'est l'article 9 et juste un mot, c'est assez flou, la déontologie de qui? Des journalistes ou des forces de l'ordre? En l'occurrence, nous on le comprend comme leur déontologie mais aussi la nôtre, donc comme une intrusion si vous voulez. Ces conventions petit à petit... Non mais ce que je veux dire, c'est que si un reportage montre quelque chose où on voit les forces de l'ordre ne pas respecter leur déontologie à eux, ça veut dire qu'ils auraient le droit de faire couper la séquence? Justement, c'est pas clair du tout en fait, cette convention. Ce qui est clair en revanche, et ça moi je tiens à le dire, mais je le dis vraiment au nom du collectif, ça. C'est pas Élise Lucet là qui s'exprime. Bien sûr. C'est 70 personnes qui s'expriment et qui représentent tout le métier. Quand vous pensez toutes les chaînes de télévision, je l'ai dit et je le répète. Toutes les chaînes de télévision, quand vous pensez quand même que les directeurs de l'info signent cette tribune, c'est qu'il y a péril en la demeure. Clairement. Donc ce qu'on dénonce et ce qu'on dit, c'est que, encore une fois, en toute responsabilité, s'il s'agit de ne pas mettre des gens en danger dans des affaires judiciaires, pénitentiaires ou policières, on peut comprendre effectivement des visionnages
techniques, ce qu'on appelle des visionnages techniques. Ça vous est déjà arrivé. Mais oui, il est déjà arrivé qu'il y ait des représentants des forces de l'ordre ou même de l'armée. Je vais vous expliquer très clairement qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Sur les passages entre guillemets sensibles, nous on coupe le son, ça veut dire que le représentant du ministère n'entend pas le reportage, mais on se met juste d'accord sur le floutage ou de certains documents ou de certains visages pour que ces personnes ne soient pas mises en danger. Imaginez par exemple qu'on filme un commando du GIGN. On va pas révéler le visage des agents du GIGN. Imaginons qu'on soit sur une affaire judiciaire ou de terrorisme extrêmement sensible. On ne va pas révéler des documents qui peuvent à un moment faire capoter une affaire judiciaire ou une affaire de terrorisme. Ou les installations. Donc ce genre de ou des installations de sécurité dans une prison ou dans un sous-marin nucleraire par exemple. Et pour vous dire parce que moi j'ai déjà vécu ce cas de figure. C'est visionnage technique. Je veux juste dire un mot pour dire que c'est absolument normal. J'ai vécu ce cas de figure. Moi j'ai eu longtemps une émission sur la Formule 1 et quand vous filmez à l'intérieur d'une écurie, il y a quelqu'un de l'écurie qui vient voir parce que vous filmez, mais vous pouvez donner des secrets à la concurrence. Mais là, en l'occurrence, franchement, c'est sur des affaires de sécurité nationale ou de mise en danger de la vie de personnes. Et qu'on soit clair, ces visionnages techniques, ça consiste à montrer quelques petits extraits du reportage uniquement sur les éléments floutés pour qu'on soit bien d'accord sur la qualité du floutage ou des choses comme ça. Mais les services de communication des différents ministères n'écoutent pas nos commentaires, ne regardent pas nos reportages en intégralité, ne demandent pas à viser le reportage avant diffusion et donner l'autorisation d'une diffusion. Ce qui, là, dans cette convention, est écrit clairement. C'est ça que nous refusons clairement. Donc, ces visionnages techniques ont toujours existé, franchement, depuis assez longtemps. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que j'allais dire que déontologiquement, journalistiquement, il n'y a pas de problème. En revanche, la dérive et le côté de plus en plus intrusif de ces conventions n'est pas acceptable par l'ensemble de la profession. Que va-t-il se passer maintenant? Ça, c'était avant. La presse, et juste après ça, on reste dans Culture Média avec Élise Lucet. À tout de suite. Avec Élise Lucet, on parle de cette convention qui existe depuis quelques années et dont il semblerait qu'il y ait des alinéas qui s'ajoutent mois après mois. Charte rédigée par le service de communication de la police, le SICOP, et qui doit être signée avant chaque tournage quand ils mettent en cause, en œuvre, en image des policiers et des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Élise Lucet, cette convention n'est pas nouvelle. Elle daterait de 2017. Selon le site de l'Observatoire des médias, c'est assez flou. On n'arrive pas à connaître les chiffres très précis. Vous savez si elle a déjà été signée par les deux parties depuis cette année-là? Pardonnez-moi, mais moi, je ne sais pas si elle existe depuis 2017. En tout état de cause, je l'ai vue pour la première fois il y a seulement 15 jours. Donc, on ne l'avait pas vue avant. Est-ce qu'elle a été signée par certaines sociétés de production? J'ai envie de vous dire que c'est pas le problème. Peut-être qu'à la marge, elle a été signée parfois par des sociétés de production. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que ces institutions se sentent le droit de nous la proposer à signature. C'est ça le problème, si vous voulez. Que le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, que le ministère de la Justice, aujourd'hui, se sentent autorisés à nous proposer une convention où on dit clairement que des agents du ministère, en l'occurrence du service de communication, vont viser nos reportages sur le plan éthique, juridique et déontologique, c'est ça qui va pas. Et c'est si vous voulez, c'est le sens de cette tribune, c'est de dire à un moment, il ne peut pas y avoir un droit de regard des institutions, quelles qu'elles soient, sur les reportages qui sont totalement réalisés dans le principe de la liberté d'informer des citoyens. C'est impossible. Donc ce que nous demandons aujourd'hui très clairement, et un courrier part dans ce sens aujourd'hui, c'est qu'un rendez-vous soit organisé au ministère de l'Intérieur et à la Chancellerie, c'est-à-dire au ministère de la Justice, parce que ce sont les deux ministères les plus concernés, et que très clairement, l'intrusion de ces institutions dans la manière dont nous devons réaliser librement et en toute déontologie nos reportages s'arrête. Ça n'est plus possible, ça n'est pas possible. Alors je dois dire que nous avons évidemment contacté le SICOP pour en avoir le cœur net et selon l'expression consacrée, ils n'ont pas souhaité réagir. Vous parlez du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice. Il y a un article du site Arrêt sur Image publié hier qui affirme que cette mobilisation et cette contestation font suite à l'intervention du ministère de la Justice. La chancellerie aurait tenté sans succès de faire retirer une séquence dans le magazine d'une grande chaîne. Arrêt sur Image n'en dit pas plus. Est-ce que vous avez eu vent de cette histoire? Non, très franchement, mais je peux vous dire que
que ça arrive assez régulièrement, si vous voulez. Et c'est ça qui pose problème. Qu'il y ait des volontés d'intrusion dans nos reportages de plus en plus fréquentes, c'est vrai, et c'est ça qui pose problème. Que de notre part, il y ait une vraie résistance à ces tentatives d'intrusion, c'est vrai aussi. Donc, très régulièrement, des rédacteurs en chef, des patrons d'émissions vont dans ces ministères, discutent et disent non, nous ne signerons pas ça. Nous allons quand même faire ce tournage. C'est des discussions qui peuvent durer 2 heures, 3 heures, mais nous ne signerons pas cet alinéa parce que ça porte préjudice à notre liberté d'informer les citoyens et donc aux citoyens eux-mêmes. Mais est-ce que c'est à prendre ou à laisser? Quand vous dites on va discuter, on dit non, nous ne voulons pas de ces conditions, est-ce que dans ce cas-là, l'autorité en face de vous dit dans ce cas-là, vous n'avez pas l'autorisation de tourner avec nous, vous n'êtes pas embedded comme on dit? Oui, mais ça va poser un problème parce que là, comme vous avez 70 signataires, comme vous avez toutes les chaînes, si aucune des chaînes n'a plus le droit de tourner, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun tournage avec le ministère de la Justice ou avec le ministère de l'Intérieur, ou plutôt, j'ai envie de dire, avec les policiers sur le terrain, avec les magistrats sur le terrain. Je ne pense pas que les ministères y aient véritablement intérêt. La tribune a été publiée samedi, je le rappelle, jour de manifestation pour protester contre la proposition de loi dite sécurité globale. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que vous vous êtes dit, vous les signataires, tiens, le moment est porteur? C'est-à-dire que c'est un concours de circonstances, parce qu'effectivement, on a vu apparaître cette convention dernièrement, mais oui, le contexte est là. Quand vous avez un article 24 dans la loi de sécurité globale qui, à un moment, dit qu'il ne faut pas, effectivement, porter des préjudices physiques ou moraux à des policiers, c'est extrêmement difficile à évaluer. Donc on sent, si vous voulez, en tout cas, nous, la profession, on a senti aussi que dans cet article 24, il y avait une possibilité d'entrave à la réalisation de notre métier sur le terrain. Et donc ça, bien sûr, a joué dans le fait qu'à un moment, toute la profession se soit mobilisée. C'est rare, vous savez, d'habitude, on travaille plus un peu toujours dans notre coin, on va le dire, les chaînes les unes contre les autres, on est des concurrents. Là, moi, je crois que c'est la première fois que je vois un tel mouvement d'ampleur qui réunit des directeurs de l'information aux patrons d'unités de magazines. Il y a quand même la directrice des magazines de France 2, il y a des directeurs de magazines aussi de M6 qui sont là, les reporters sur le terrain, les sociétés des journalistes, les représentants des syndicats d'agences de presse. Enfin, tout le monde est là. Donc je pense qu'à un moment, des présentateurs aussi, des rédacteurs en chef. Si tout le monde est là, c'est qu'effectivement, là, par l'intermédiaire de cette convention, on dit maintenant stop, ça n'est plus possible, on ne peut pas se soumettre à ça. L'article 24 de la proposition de loi sécurité globale va être totalement réécrit. Oui. La décision a été prise hier à l'Élysée. Est-ce que cela vous convient, Élise Lucet? Écoutez, moi j'ai pas grand-chose à dire au niveau politique. Je ne suis pas un acteur politique. Si vous voulez, ce qui nous convient, c'est que toute entrave... Non, moi je parle du fond. Sur le fond, le fait que cet article ait été retiré et le fait qu'il soit effectivement rediscuté et réécrit ne peut que nous convenir, parce qu'il y avait des risques d'entrave à notre profession, à tous. Donc bien sûr, mais après moi, je sais où je suis. Je suis journaliste, j'ai une carte de presse et franchement, tous les signataires qui sont avec moi dans cette tribune sont pareils. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire notre métier en toute liberté, ne pas avoir d'entrave par rapport à ça et le faire en toute conscience par rapport aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est important, ils ont le droit à une information libre. Vous pratiquez l'investigation sur France 2. Pièce à conviction, le magazine d'investigation de France 3 va s'arrêter dans quelques semaines. Vous l'avez présenté pendant 11 ans, de 2000 à 2011. Je l'ai créé avec Hervé Brosini. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris sa disparition annoncée? Petite tristesse, bien sûr, parce qu'on a créé ce bébé avec Hervé il y a 20 ans, effectivement, et c'était le premier magazine d'investigation à la télé à l'époque, et c'était un sacré pari, et je remercie d'ailleurs Hervé Brosini, qui est un peu mon papa professionnel. Il y en avait sur Canal quand même des magazines d'infos. Non, après. Ah bon? Eh oui, après. Oh là là. Eh oui. Je ne vais pas m'avancer sur ce coup-là. Et complément d'enquête, après aussi, si, je vous assure. D'accord. Et donc, c'était un marqueur pièce à conviction, mais force est de constater que depuis, et c'est tant mieux d'ailleurs, sur France Télévisions, il y a eu énormément de magazines d'investigation. Je pense à Complément d'enquête, je pense aussi à Cache Investigation, mais Le Monde en face fait aussi de l'investigation. Et peut-être y avait-il trop d'offres d'investigation sur France Télévisions. Et pièce à conviction a peu à peu, on va dire, perdu un peu son fil avec le public. Donc il faut savoir, je pense, à la fois renouveler les offres en fonction de ce que nous dit le public et en même temps conserver toutes ces cases d'investigation, puisque c'est un des marqueurs du service public. Donc il faut s'en assurer et on est vigilant là-dessus. Tiens, justement, pour s'en assurer, ça sera auprès de Laurent Guimier, c'est le nouveau directeur de l'info de France Télévisions. Il dit que le magazine sera remplacé. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Ah non, en l'occurrence non, parce que là je suis pas concernée. D'accord, mais il aurait pu vous en parler quand même. Non, il m'en a pas parlé. Merci beaucoup, Élise.
Élise Lucet, envoyée spéciale, c'est jeudi sur France 2. Cache Investigation revient quand ? Alors c'est le 10 décembre, avec une super enquête sur les services publics et la manière dont ils sont peu à peu privatisés avec des sous-traitants. Et on parle notamment du bio-nettoyage des chambres d'hôpital, c'est-à-dire le nettoyage poussé des chambres d'hôpital pour qu'il n'y ait pas de maladies nosocomiales, de virus ou de microbes. Vous voyez que c'est très très actuel. Et notre journaliste, notre réalisatrice Marie Maurice a réussi à se faire embaucher par une grosse société de nettoyage privé. Et je vous assure, ce que vous allez découvrir à l'antenne est absolument stupéfiant. Ça donne envie de l'inviter pour venir en parler. Merci beaucoup, Élise Lucet.